m'intéresser à la situation d'Israël dans un instant, mais parlons en 2 mots de l'Europe aussi, parce que l'Europe est très directement concernée. Et je dirais que les dirigeants européens commencent aussi à raisonner en essayant de voir qui est le cheval fort et qui est le cheval faible. Pendant tout un temps, les dirigeants européens pensaient qu'ils pouvaient s'appuyer sur les États-Unis. Maintenant, ils voient que ça devient flageolant, qu'ils ne peuvent plus tellement. Donc, ils sont de plus en plus sous l'emprise de la Russie, de l'Iran et de la Turquie. Et donc à partir de là, petit à petit, l'Europe est en train de basculer dans une forme de soumission préventive. En Europe, on a toujours eu horreur, ou quasiment horreur, de la guerre préventive, d'où les réactions par rapport à l'Irak. Par contre, la soumission préventive, on est tout à fait prêt à pratiquer. On connaît ça depuis l'époque de Munich. Munich était déjà une opération de soumission préventive. Ça n'a pas donné de résultats brillants, mais néanmoins, on est resté munichois dans l'âme, dans le contexte européen. Et ceci d'autant plus que tout cela arrive dans un contexte où non seulement l'Europe n'a pour ainsi dire plus d'armée crédible, les pays d'Europe n'ont plus d'armée crédible, mais en plus ils sont dans une situation, tous les pays d'Europe, dans une situation de crise économique et financière catastrophique. Et cette crise est loin d'être achevée. Il y a 1 an, on a fait un plan de sauvetage pour la Grèce, maintenant on doit remettre autant d'argent qu'on en a mis il y a 1 an, et si on continue sur la même voie, je ne vois pas pourquoi ça changerait, dans 1 an on devra remettre à nouveau autant d'argent. Le Portugal est dans une situation qui est à peine meilleure, l'Irlande est dans une situation qui est cataclysmique, l'Espagne devrait suivre et devrait être en défaut de paiement très bientôt, l'Italie est en situation très difficile, et la France elle-même va se trouver confrontée à des difficultés qu'elle va retarder, je pense, pour l'après-élection présidentielle de 2012. Jusque-là, on va toiletter les choses, on ne va pas dire grand-chose, mais après l'élection de 2012, là, par contre, on devra parler de certains dossiers très douloureux. Donc, dans tout ce contexte, je dirais que l'Europe est en déliquescence économique et financière. Elle n'a pas d'armée digne de ce nom, et elle n'a pas les moyens de mener une défense, et donc elle est très vulnérable. Et sa diplomatie correspond à sa vulnérabilité. Et quand on est dans cette position de vulnérabilité, je dirais qu'on a tendance à faire à la cour à ceux qui peuvent vous dominer. Et en l'occurrence, c'est ce qui se passe dans le contexte européen, où on pratique une politique d'apaisement de plus en plus nette vis-à-vis de l'ensemble du monde musulman et de l'islam radical. Et cette politique, à mon avis, elle est destinée à continuer. Alors cette politique, elle s'accompagne d'une montée dans l'ensemble des pays européens d'une xénophobie assez profonde, et c'est pour ça que j'en ai parlé avant Israël, cette xénophobie s'accompagne d'une montée de l'antisémitisme dans toute l'Europe actuellement. Cette montée de l'antisémitisme, elle s'accompagne d'une diabolisation effrénée vis-à-vis d'Israël. Je dirais que je ne trouve plus de journaux dans le contexte européen où on présente Israël sous un jour favorable. Le point extrême est atteint en Scandinavie, en particulier en Norvège, mais je dirais que vous lisez la presse française quotidienne, tout est odieux, y compris précisément dans le Figaro, où celui qui chargeait du dossier du Proche-Orient est Georges Malbruno, qui a été pris en otage en Irak et qui apparemment est toujours mentalement otage d'une certaine mentalité. Et c'est ce type de gens qui font l'information sur le Proche-Orient pour le Figaro. Donc c'est quelqu'un qui est otage de l'islam, qui est chargé de ce dossier pour le Proche-Orient. Mais bon, le Figaro, c'est plus ce que c'était. Pour traiter d'Obama, ils ont un blog qui s'appelle l'Obama Zoom. Et l'Obama Zoom, c'est ah, qu'est-ce qu'on admire Obama, qu'est-ce qu'il est beau, qu'est-ce qu'il sent bon le sable chaud, c'est à peu près ce ton-là. Bon, c'est absolument débile et consternant, mais je dirais que vous n'avez plus de journal, vous n'avez aucun journal qui informe correctement sur Barack Obama. Bon, si je rentrais dans des détails sur Barack Obama, s'il y a des questions que je pourrais le faire, c'est pas mon objet central, mais je dirais que tout son passé est accablant depuis plus de 20 ans, et on pouvait parfaitement voir en regardant ce passé où il allait mener le monde et où il allait mener les États-Unis. Bon, aux États-Unis, vous avez
des magazines. Vous avez des chaînes de télévision comme Fox News qui ont donné des informations effectives sur Barack Obama. En France, nulle part, vous n'avez trouvé cela. Il y a un seul livre qui a rétabli les choses sur Barack Obama. C'est un livre que j'ai écrit qui s'appelle La résistible ascension de Barack Obama. Ce livre s'est correctement vendu, mais pas grâce aux médias, parce qu'aucun média n'en a parlé. Ni presse écrite, ni hebdomadaire, ni télévision, ni radio, nulle part. L'idolâtrie vis-à-vis de Barack Obama est obligatoire en France. C'est un préalable général pour l'ensemble des médias. Et d'une même façon, la diabolisation d'Israël est obligatoire dans le contexte européen. Et je dirais qu'il y a un impact de la politique de Barack Obama. Barack Obama, lâchant l'Europe, la rend vulnérable et la pousse à se soumettre, mais je dirais que des tendances très profondes qui sont dans l'esprit européen, l'Europe a quand même un très long et très lourd passé antisémite, je dirais que tout cela peut se donner libre cours aujourd'hui. Il n'y a plus personne pour contrer cela aux États-Unis. Obama donne quasiment un feu vert à cela. Obama a joué un rôle très important dans la diabolisation d'Israël au cours des 2 dernières années. Si vous prenez toute la succession des discours de Barack Obama sur Israël, vous pouvez voir que tous ces discours, dès qu'il s'agissait d'Israël, incriminaient Israël et rendaient Israël responsable de toutes les tensions du Proche-Orient, même au-delà du Proche-Orient, puisqu'elle est jusqu'au Pakistan. Quand au Pakistan, vous aviez des islamistes qui se manifestaient, c'était parce qu'il y avait des constructions dans Jérusalem-Est. C'est évident, n'est-ce pas? Bon, quand vous aviez des soldats américains qui se faisaient tuer en Afghanistan, c'est parce qu'il y avait un immeuble où on rajoutait une pièce dans Jérusalem-Est. Quand vous aviez des morts en Irak, c'était parce qu'on rajoutait un autre appartement dans Jérusalem-Est, etc. Bon, je peux continuer la liste. Comme je le dis souvent, il n'y a guère que le réchauffement global que Barack Obama n'ait pas attribué à Israël. Et puis la crue du Mississippi en ce moment non plus, je n'ai pas vu l'attribuer à Israël. Mais en dehors de cela, je dirais que... et ces discours-là, ces discours d'Obama diabolisant Israël, on les a retrouvés bien sûr très abondamment en Europe. Et les Européens se sont sentis confortés. Ils se sont dit, on n'aime pas Israël, mais regardez, le grand Barack Obama, le superbe Barack Obama, lui non plus. Donc pourquoi est-ce que nous on se gênerait à partir du moment où le plus grand progressiste qui ait jamais été porté à la Maison Blanche est sur ses positions, on n'a aucune raison de se gêner, on peut laisser libre cours à ce discours-là. Et donc ce discours-là, effectivement, se donne libre cours. Et c'est par rapport à cela d'ailleurs que j'ai écrit le petit livre que j'ai amené avec moi. Et ce petit livre a un titre qu'on m'a dit être choquant. Et je l'ai voulu effectivement choquant. Je l'appelais comme s'il se préparait une seconde choix. Pourquoi est-ce que je l'appelais comme ça? Pour indiquer aux Européens que, après la guerre, ils ne disaient plus jamais ça. Et qu'est-ce qu'ils font maintenant? Ils diabolisent Israël, et vous entendez de plus en plus des gens qui disent « Ah, sans Israël, le monde se porterait mieux. Ah, sans Israël, on pourrait s'entendre avec les musulmans. » Vous avez une accoutumance des esprits en Europe à l'idée qu'Israël doit être détruit. Et cette accoutumance, elle est en train de monter comme une mauvaise marée. Il me paraît nécessaire, face à cela, de dire, n'avez-vous pas honte de tenir ce genre de discours? Vous avez commis un génocide il y a 65 ans, et vous seriez prêt à laisser commettre un autre génocide aujourd'hui? Mais où est l'éthique européenne? Qu'est-ce que c'est que ce continent où on est prêt à raisonner de cette façon-là? Et je dirais que ce qui m'a poussé à réfléchir à cela, c'est la relecture de l'histoire de l'antisémitisme de Léon Poliakov, qui a bien expliqué que l'accoutumance des esprits à certaines choses facilite l'accomplissement de ces choses. Et donc je dirais que si il n'y avait que l'Europe, Israël serait complètement lâché aux chiens enragés. Et si je parle de chien enragé, c'est parce que je ne vois pas d'autres mots à attribuer à des gens comme ceux que j'ai vus déferler sur les frontières d'Israël le jour de la Nakba, de la catastrophe qui a été le fait pour ces sanguinaires de ne pas avoir réussi à détruire Israël en 48-49. Bon. Et sur ce plan, la falsification de l'histoire que portent ces gens est reprise partout en Europe. Partout. C'est généralisé.
Je suis l'un des seuls à tenir un discours différent. Et ça ne me vaut pas, comme ça a été dit tout à l'heure, que des amis. Donc c'est pas une position facile, mais bon, si je voulais me mettre à mentir, j'écrirais de la fiction. Mais ça, pour moi, c'est indigne d'un intellectuel de ne pas dire la vérité et de ne pas essayer d'avoir une éthique de la connaissance. J'ai toujours essayé d'avoir une éthique de la connaissance. Donc c'est la raison pour laquelle j'ai cette position, mais en tout cas toujours est-il que cette situation est extrêmement difficile parce que Barack Obama est sur la même position que les Européens, ou plutôt maintenant les Européens peuvent se mettre sur la même position que Barack Obama. Et quelle est la position de Barack Obama par rapport à Israël ? C'est pas de dire on va effacer Israël de la carte, ça il pourrait pas le faire dans le contexte des États-Unis tels qu'ils sont. Donc son discours c'est la solution, c'est un plan de paix. Mais tout ce qui a été proposé pour la paix jusqu'à présent c'est insuffisant. Le bon plan de paix, celui qui peut marcher, c'est le plan de paix saoudien. Alors le plan de paix saoudien, vous ne le connaissez peut-être pas, à mon avis Barack Obama a dû le réexpliquer, ou en deux mots comme ça ce soir dans son discours. C'est un plan de paix qui, comme par hasard, a été répercuté dans la presse américaine par Fareed Zakaria et Thomas Friedman, les bien connus que je citais tout à l'heure en commençant mon exposé. Et ça consiste en quoi ? Ça consiste en un retour, entre guillemets, aux frontières de 1967, dont vous êtes bien placé pour savoir que ce n'a jamais été des frontières, et que c'était juste une ligne d'armistice après une guerre d'agression menée par tous les pays arabes voisins. Bon. Et à côté de cela, bon, outre ce retour aux frontières de 1967, avec partition de Jérusalem, retour du plateau du Golan au réformiste Assad, qui est prêt à poursuivre ses réformes un peu plus loin sans aucun doute, vous avez aussi la question des réfugiés, qui est quand même une question très importante. Ces gens qui sont partis 500 000 parce qu'on leur a dit de faire de la place le temps qu'on tue tous les juifs et qui veulent revenir 5 millions aujourd'hui parce que maintenant on est réfugiés de père en fils, de mère en fille, de cousin en cousine, d'oncle en tante, depuis 4 générations à peu près. On se fait faire aussi des clés factices pour les présenter comme si on n'avait jamais eu une maison. Et ce qu'on ne dit jamais, c'est que ces réfugiés, entre guillemets, ont dû, pour être immatriculés comme palestiniens professionnels auprès de l'UNRWA, j'appelle ça palestinien professionnel parce que quand vous êtes immatriculé palestinien, vous avez des allocations des Nations Unies, vous avez une multitude d'aides, vous avez une multitude de possibilités. Et on a même créé une administration des Nations Unies exprès pour ça, qui est l'UNRWA, l'UNRWA. Bon, et cette administration, quand elle s'est créée, qu'est-ce qu'elle demandait à ces gens ? De prouver 2 années de résidence sur le territoire d'Israël. 2 années, c'est tout. Même pas 3, même pas 5, rien. 2 années, c'est tout. Donc autrement dit, dans cette situation, si je prends la France, quelqu'un qui vient comme un travailleur immigré clandestin et qui montre qu'il a payé une quittance de loyer ou me l'a fait payer par une personne interposée pendant 2 ans, il peut dire je suis français de souche. Voilà, c'est à peu près le type de raisonnement que l'on peut tenir, et c'est comme cela que ces gens sont constitués. Alors à l'époque, ils étaient déjà 500 000 dans cette catégorie, maintenant ils sont 5 millions, parce que bien sûr, on peut devenir palestinien professionnel par alliance, en se mariant, en faisant venir la famille élargie, en faisant venir les cousins, les cousines, les enfants adultérins qu'on rattache, etc. Bon. Donc c'est pour ça que maintenant ils sont 5 millions. D'ailleurs, c'est la preuve, comme ils le disent, qu'ils ont subi un génocide, hein, n'est-ce pas ? Quand vous étiez 500 000 il y a 63 ans et que vous êtes 5 millions 63 ans après, s'il n'y a pas une preuve que vous avez subi un génocide, je ne sais pas où elle est, quand même. Hein, une multiplication par 10 en 63 ans, c'est quand même accablant. Hein. Bon. Et bien évidemment, ces gens-là ne disent rien non plus du statut des Palestiniens, entre guillemets, qui sont en Jordanie, et qui sont la majorité de la population jordanienne, pour la raison très simple que la Jordanie, c'est 80% du mandat palestinien confié à la Grande-Bretagne, donc 80% de reniement des promesses de la Grande-Bretagne lorsqu'elle a pris le mandat palestinien, et en Jordanie, la population palestinienne est opprimée. Mais ça, on n'en parle pas parce que c'est un roi qu'on a ramené d'Arabie Saoudite qui est au pouvoir en Jordanie. Au Liban, c'est la même chose. Ces gens sont complètement exclus de la société ou très largement exclus de la société. Mais ça, on n'en parle pas parce qu'il n'y a pas de juifs impliqués. Donc ça n'intéresse pas les antisémites. Les antisémites, ils ne s'intéressent aux choses, bien évidemment, que lorsqu'il y a des juifs qui sont impliqués. Bon, donc...